8 heures d'enfer, des métropoles entières plongées dans l'obscurité, des armes d'une sophistication inouïe déchaînées à une échelle jamais vue. Que s'est-il vraiment produit dans la nuit du 25 au 26 novembre et pourquoi cet assaut pourrait-il bouleverser la guerre en Ukraine, voire l'avenir de toute l'Europe? Pour saisir la portée de cette nuit, il faut revenir en détail sur les faits, les enjeux et les conséquences, en les reliant à l'histoire, à des exemples concrets, à des scénarios plausibles et à des étapes pratiques qui pourraient être envisagées. Tout débute par une attaque attribuée à l'Ukraine qui aurait lancé 2 missiles Flamingo en direction de la Crimée. Cette action, loin d'être isolée, rappelle d'autres moments clés de l'histoire militaire où un geste apparemment local a déclenché une réaction d'une ampleur disproportionnée. Pensons à l'incident du golfe du Tonkin au Vietnam ou à l'attaque de Pearl Harbor. Un élément déclencheur, une riposte massive, et soudain les lignes de front s'élargissent. La riposte russe est immédiate. Moscou déclenche une opération d'une brutalité extrême, frappant en quelques minutes toutes les zones de lancement connues autour de Kiev. Ce processus de frappe éclair évoque la doctrine de choc et effroi, développée par les stratèges américains lors de la guerre d'Irak en 2003. Saturer l'ennemi de projectiles pour le paralyser, semer la confusion et imposer une suprématie psychologique autant que matérielle. Pour la première fois depuis des mois, la Russie mobilise massivement ses armes les plus avancées. Missiles hypersoniques, drones Geran, Iskander et missiles de croisière Kh-55 s'abattent sans trêve, provoquant panique et destruction. Un parallèle historique s'impose avec l'opération Tempête du désert en 1991, où la suprématie technologique a permis aux forces de la coalition de neutraliser rapidement les infrastructures clés de l'Irak. Les conséquences de cette nuit sont foudroyantes. Des coupures d'électricité plongent la capitale ukrainienne, ses quartiers d'habitation, ses infrastructures vitales et même le métro dans une obscurité totale. Des dizaines de centrales électriques, de postes de transformation et de sites industriels stratégiques sont visés sans distinction. Pour imaginer l'impact, souvenons-nous de la grande panne de 2003 en Amérique du Nord. En quelques minutes, 50 millions de personnes se retrouvent sans électricité. Les services d'urgence sont débordés, les communications paralysées, la peur s'installe. Au fil des heures, la violence des frappes s'intensifie. Les attaques n'épargnent plus seulement les infrastructures militaires, mais visent aussi les installations énergétiques essentielles à la survie des civils. Certaines sources évoquent d'être même une seconde vague de missiles, alors que les premiers décombres fument encore, confirmant l'ampleur du choc ressenti jusqu'au cœur du continent européen. Ces 8 heures d'assaut marquent un tournant. La guerre d'usure se mue en guerre technologique, où la destruction des capacités énergétiques devient une arme aussi redoutable que les missiles eux-mêmes. Ignorer cette évolution, c'est risquer de sous-estimer un bouleversement dont les répercussions pourraient être incalculables pour la stabilité et la sécurité de l'Europe. Pour donner un exemple concret, la destruction ciblée des barrages électriques en Espagne pendant la guerre civile avait plongé des régions entières dans le chaos, révélant le pouvoir stratégique de l'énergie. Mais pour mesurer l'ampleur du danger, il faut replacer cette nuit dans son contexte géopolitique. Une escalade qui dépasse le simple affrontement militaire et menace l'équilibre de tout un continent. En 1914, l'assassinat d'un archiduc a suffi à mettre le feu aux poudres en Europe. Aujourd'hui, une opération sur le réseau énergétique pourrait avoir un effet domino aussi dévastateur. Pour comprendre les véritables enjeux de cette nuit, il est essentiel de revenir sur les événements et les signaux qui ont mené à cette escalade brutale. Plongeons dans les coulisses d'une guerre qui redéfinit déjà les lignes de force en Europe, et donnons des exemples concrets de précédents historiques ou de situations similaires. Cette nuit n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans des mois de tensions croissantes sur fond de menaces multiples et d'incertitudes stratégiques. Depuis la fin de l'automne, la pression militaire et diplomatique autour de Kiev et de la Crimée atteint un seuil inédit. Les forces russes massent leurs soldats, tandis que les discussions internationales dégénèrent, chacun redoutant la prochaine escalade. Mais un autre danger s'impose, la vulnérabilité énergétique de l'Ukraine. Le pays doit combler un déficit estimé entre 2 et 3 gigawatts, un gouffre qui entrave son industrie et menace sa population, surtout lorsque l'hiver s'installe. Pour illustrer, ce déficit équivaut à la consommation électrique simultanée de plusieurs millions de foyers. Cette faiblesse énergétique n'est plus un simple problème intérieur, elle devient l'un des leviers majeurs de la stratégie de Moscou. Les analystes craignent des frappes ciblées sur les postes électriques à haute tension, délivrant entre 330 et 750 kV. Ces infrastructures sont cruciales.
Leur destruction provoquerait des coupures massives, plongeant des régions entières dans le noir et désorganisant l'économie nationale. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de l'attaque israélienne sur les centrales électriques du Liban en 2006. L'économie libanaise a mis des années à s'en remettre et la population a souffert de pénuries chroniques. Face à cette offensive, la riposte s'organise au-delà de l'Ukraine. 20 États membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne publient une déclaration solennelle. Ils affirment que l'issue du conflit façonnera la sécurité du continent pour les décennies à venir. Autrement dit, la bataille actuelle dépasse largement les frontières ukrainiennes. Cette situation rappelle la crise des missiles de Cuba en 1962, où la tension entre blocs a forcé une mobilisation diplomatique et militaire rapide. Kiev se retrouve ainsi sous une pression contradictoire. On attend d'elle qu'elle tienne bon militairement, sans céder. Mais certains alliés s'interrogent, faudra-t-il faire des concessions territoriales si la situation devient intenable ? Ce dilemme aiguise les tensions entre Washington, les capitales européennes et le gouvernement ukrainien. Cette tension rappelle les débats des Alliés en 1940 lors de la bataille d'Angleterre, où chaque décision pouvait changer le cours de la guerre. À ce stade, chaque erreur diplomatique, chaque panne énergétique, chaque mouvement du front peut faire basculer l'équilibre régional. Le risque est immense. Il ne s'agit plus seulement de manœuvres militaires, mais d'un affrontement total où l'énergie, la stratégie et la diplomatie s'entremêlent dangereusement. Comme lors de la guerre du Kippour en 1973, où l'arme pétrolière avait bouleversé les équilibres mondiaux. Pour comprendre la portée de cette nuit, il faut plonger au cœur des événements qui se sont déroulés heure par heure, car derrière chaque coupure et chaque déclaration, une nouvelle phase du conflit s'annonce. Imaginons la vie d'une famille à Kiev ce soir-là. Enfants apeurés, parents cherchant de quoi se chauffer, communication coupée, incertitude totale sur le lendemain. Derrière l'éclat des explosions, une guerre invisible s'intensifie. Le conflit ukrainien ne se joue plus uniquement sur le terrain, mais dans la maîtrise du ciel, du renseignement et de l'énergie. Cette nuit du 25 au 26 novembre, tout a changé. La Russie orchestre une offensive d'une ampleur inédite, révélant de nouvelles failles et redéfinissant les règles du jeu. En quelques heures, des vagues d'armes sophistiquées déferlent sur l'Ukraine. Missiles hypersoniques, Kinjal, Iskander, drones gérants, missiles de croisière. Jamais auparavant, autant de systèmes modernes n'avaient frappé simultanément. L'objectif russe est clair, saturer les défenses de Kiev, forcer l'erreur, épuiser l'ennemi et sonder chaque faille. Cette tactique rappelle les offensives aériennes massives de la Seconde Guerre mondiale, telles que le Blitz sur Londres, où la saturation visait à briser la résistance morale et matérielle. Les frappes ne visent pas seulement le militaire. Les infrastructures énergétiques, les postes logistiques, les industries clés autour de Kiev et d'Odessa deviennent des cibles prioritaires. En une nuit, plusieurs centrales thermiques et hydrauliques sont réduites au silence. La capitale, ses quartiers de résidentiels et son métro s'enfoncent dans l'obscurité. Derrière chaque coupure, la vie de millions de civils bascule, l'économie vacille, l'hiver s'annonce implacable. Imaginez une usine pharmaceutique sans courant, un hôpital devant fonctionner à la bougie ou des personnes âgées isolées sans chauffage. Mais l'Ukraine riposte, son arme, l'innovation. Le drone Lyuti, développé localement, frappe la Russie à plus de 1000 km, semant la panique dans les arrières russes. Ces raids spectaculaires contraignent Moscou à disperser ses défenses, à investir sans relâche dans la protection de son territoire et à réviser ses priorités. Ce type de riposte rappelle l'usage des V1 par l'Allemagne nazie en 1944, cherchant à frapper l'ennemi loin du front. Face à ces nouvelles menaces, la Russie modernise ses techniques. Drones guidés par fibre optique, plateformes mobiles, groupes d'infanterie légère capables de contourner les lignes. Cette adaptabilité rend chaque attaque plus imprévisible, plus difficile à contrer et élargit les frontières du champ de bataille. Cette évolution rappelle la guerre de Tchétchénie, où la mobilité et la surprise étaient des atouts majeurs. Cependant, cette course à la technologie a un prix, surtout pour l'Ukraine. La guerre électronique russe fait grimper en flèche les pertes de drones ukrainiens. Chaque appareil détruit représente un investissement local, irrémédiablement perdu. À cela s'ajoute la corruption persistante, la bureaucratie pesante et les difficultés à produire armes et munitions à grande échelle, malgré l'effort industriel sans précédent. Cette problématique a déjà été observée durant la guerre d'Afghanistan pour l'Union soviétique, où l'usure matérielle et les pertes humaines ont fini par saper la volonté de poursuivre le conflit.
Dans ce duel d'usure, les risques sont colossaux. Les armées s'épuisent, matériellement et humainement. Les coupures d'électricité plongent chaque nuit les hôpitaux, les écoles, les usines dans une précarité dangereuse. Pour l'Europe, l'enjeu est existentiel. La stabilité du continent, la sécurité énergétique et l'avenir des alliances occidentales reposent sur l'issue de ce bras de fer technologique. Rappelons que la crise énergétique des années 70 a provoqué des récessions profondes et bouleversé la politique intérieure de nombreux pays européens. Face à cette escalade, une question obsède tous les observateurs. La technologie peut-elle encore offrir une sortie, ou le conflit est-il condamné à s'enliser, exposant l'Europe à une crise sans précédent? Cette interrogation rappelle les débats sur la guerre des étoiles dans les années 80, où la supériorité technique était perçue comme la clé possible d'une victoire sans combat décisif. L'hiver s'installe, menaçant de transformer chaque coupure de courant en une épreuve de survie. Mais derrière les chiffres et les bilans, des choix cruciaux se dessinent pour l'Ukraine comme pour ses alliés. Pour donner un exemple concret, lors du siège de Sarajevo dans les années 90, la population a dû s'organiser pour se chauffer avec des moyens de fortune, rationner l'eau et la nourriture, et improviser une solidarité vitale. Dans cette impasse, chaque acteur joue son va-tout. L'avenir de l'Europe se dessine dans l'incertitude, alors que la nuit d'enfer, 8 heures de chaos, a fait sauter les derniers verrous de prévisibilité. Désormais, tout semble possible, les équilibres vacillent, et la moindre décision peut faire basculer le continent. Comme lors de la crise de Suez en 1956, l'issue dépend autant de la stratégie que de la capacité à improviser face à l'inattendu. Première issue, une paix négociée, mais à quel prix ? Certains responsables occidentaux redoutent que Washington tente d'imposer un compromis douloureux, forçant Kiev à céder des territoires à Moscou. Les capitales européennes, méfiantes, craignent qu'une telle paix ne fracture l'OTAN et ne laisse l'Europe exposée, vulnérable face aux ambitions russes. Cette situation rappelle le traité de Munich en 1938, où la paix à tout prix s'est avérée illusoire. Deuxième scénario, une percée militaire de Moscou rendue plausible par l'ampleur des frappes menées contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Les analystes redoutent un effondrement du réseau électrique, suivi de pertes territoriales majeures. Dans ce cas, Kiev pourrait être contrainte d'accepter une paix imposée sous la menace. Ce schéma fait écho à la bataille de France en 1940, où la rapidité de l'effondrement militaire a précipité la signature de l'armistice. Troisième voie, la guerre d'attrition interminable et épuisante. Les lignes de front se figent, mais les bombardements et cyberattaques, eux, s'intensifient. L'économie ukrainienne chancelle, la population s'épuise sous le froid et les pénuries, et le moral national menace de se briser. Ce scénario rappelle la situation de la Corée après 1953, où la guerre s'est muée en gel durable du front, imposant des sacrifices quotidiens à la population. Face à ces périls, les gouvernements occidentaux tentent de contenir l'influence russe. Plusieurs réseaux d'espionnage ont été démantelés ces derniers jours, tandis que les campagnes d'information redoublent d'intensité pour rassurer l'opinion et défendre la cohésion des alliances. Pour illustrer, la guerre froide a vu la multiplication des opérations d'intoxication et de contre-espionnage pour préserver l'équilibre fragile entre blocs. Pourtant, la solidarité transatlantique se fissure. Les désaccords sur l'aide militaire, la reconstruction ou le partage des responsabilités migratoires creusent une méfiance palpable entre Washington, Bruxelles et les capitales d'Europe centrale. La peur grandit. La sécurité collective bâtie depuis des décennies pourrait s'effondrer, laissant place à un nouvel ordre imposé par la force. Cette division rappelle les tensions de l'Alliance pendant la crise du canal de Suez, où les intérêts divergents avaient mis à mal l'unité occidentale. Le risque est colossal. Voir la stabilité continentale s'évaporer ou accepter un modèle où la puissance militaire écrase le droit. L'Europe, déjà fragilisée par la crise énergétique, se retrouve au pied du mur, contrainte de choisir entre compromis, résistance ou adaptation à une réalité brutale. Cette impasse rappelle les années 30, où l'incapacité à prendre des mesures concertées a favorisé la montée des totalitarismes. Derrière chaque option, ce sont des vies, des économies et des valeurs fondamentales qui se jouent. Un faux pas et le continent pourraient sombrer dans une ère de tensions sans fin, ou voir naître un nouvel équilibre dicté par la peur et la défiance. Pour éviter ce piège, il est crucial que chaque citoyen s'implique dans le débat, que les médias relaient des analyses nuancées et que les gouvernements privilégient la concertation à la surenchère. Mais au-delà des scénarios et des spéculations, une question obsède toutes les chancelleries. Qui, désormais, aura l'initiative ?
Les prochains jours pourraient d'un faire basculer l'histoire. Pour prendre l'initiative, il faut oser des stratégies inédites, investir dans la résilience énergétique, renforcer la cybersécurité, soutenir une industrie de défense européenne indépendante et multiplier les exercices conjoints pour préparer des ripostes coordonnées. Ce qui s'est joué cette nuit déborde le simple front ukrainien. C'est un signal d'alarme pour toute l'Europe, confrontée à la montée de la guerre hybride et à une insécurité énergétique qui progresse à vue d'œil. Pour illustrer, la cyberattaque NotPetya en 2017 avait paralysé des entreprises et des administrations en Ukraine et au-delà, démontrant la vulnérabilité des sociétés modernes interconnectées. Le chaos de cette nuit révèle à quel point la résilience énergétique du continent est devenue une question de survie. Un continent qui dépend de quelques sources ou corridors d'électricité s'expose à des pannes massives, comme l'a illustré le basculement soudain de la capitale ukrainienne dans l'obscurité totale. Diversifier les approvisionnements, investir dans des infrastructures solides et bâtir une défense commune face aux attaques sur les réseaux civils sont désormais des impératifs. Pour y parvenir, des initiatives concrètes pourraient en inclure la création d'un fonds européen dédié à la modernisation des réseaux, l'organisation régulière de simulations de crise ou encore le développement de stocks stratégiques d'équipements de réparation. Mais la portée du choc va plus loin que les seules centrales et lignes à haute tension. L'Europe doit aussi renforcer sa coordination militaire, car la frontière entre défense nationale et sécurité énergétique s'efface. Les frappes de cette nuit prouvent que l'affaiblissement de l'un précipite aussitôt la fragilisation de l'autre. Les États membres doivent donc repenser ensemble leur stratégie, mutualiser leurs capacités de réaction et s'entraîner à des scénarios de guerre hybride. Un exemple pratique pourrait être la mise en place d'une force de réaction rapide spécialisée dans la protection des infrastructures critiques. Rester attentif aux innovations tactiques et technologiques issues du conflit devient essentiel. La guerre moderne ne se livre plus seulement dans les airs ou sur terre, mais aussi dans le cyberespace, sur les réseaux sociaux et jusque dans les foyers via la désinformation. Drones de nouvelle génération, missiles supersoniques, cyberattaques coordonnées, tout cela redéfinit la préparation et l'intensité d'une escalade militaire contemporaine. Pour s'y préparer, les écoles et universités pourraient inclure des modules de sensibilisation à la sécurité numérique et à la lutte contre les fake news. Comprendre cette nouvelle réalité, c'est accepter que la guerre ne se limite plus aux affrontements traditionnels. La cyberguerre, les attaques informationnelles et la pression constante sur les infrastructures civiles deviennent des armes aussi redoutables que les bombes. Les populations sont directement visées dans leur vie quotidienne, leur accès à l'énergie, leur perception du conflit et leur confiance envers les institutions. Cela rappelle l'impact psychologique des bombardements sur Londres pendant le Blitz, où la résistance morale était aussi importante que la capacité de réparation matérielle. Cette nuit l'a prouvé. Lorsque les mécanismes de dialogue s'effritent, le risque d'une escalade incontrôlable s'accroît. Le moindre incident tactique peut déclencher une réaction en chaîne difficile à maîtriser, et chaque pas de plus vers la confrontation directe éloigne la perspective d'une solution négociée. Pour éviter cela, il est nécessaire de promouvoir des canaux de communication de crise à l'image du téléphone rouge instauré entre Moscou et Washington durant la guerre froide. Face à ces menaces, la vigilance citoyenne devient une nécessité. Il ne suffit plus de suivre l'actualité, il faut aiguiser son esprit critique, résister aux discours simplistes ou extrêmes et comprendre que la réalité du conflit est complexe, mouvante, souvent instrumentalisée. Refuser le piège du manichéisme, c'est déjà résister. Un moyen concret, soutenir le journalisme de qualité et vérifier les sources avant de partager une information. Ignorer les leçons de cette nuit, ce serait s'exposer à l'impréparation et risquer de voir de tels chocs se répéter à l'avenir. L'histoire ne fait pas de pause. Les événements de cette nuit pourraient bien annoncer une ère nouvelle de menaces asymétriques et d'instabilité durable. Pour s'y préparer, chaque commune, chaque entreprise, chaque foyer devrait établir un plan de secours en cas de coupure prolongée. L'urgence de la situation ne laisse plus de place à l'inaction. Dès ce matin, les regards se tournent vers les capitales européennes et leurs réponses concrètes. Les parlements doivent accélérer l'adoption de lois sur la sécurité énergétique, les entreprises renforcer leurs plans de continuité et chaque citoyen s'assurer de disposer d'un kit d'urgence à la maison. Cette nuit-là n'a peut-être été qu'un avertissement. L'Europe bascule-t-elle vers une nouvelle ère où la tempête s'est-elle déjà installée ? Pour éviter d'être pris au dépourvu, il faut dès maintenant investir dans la prévention, la coopération et l'innovation. En refermant le dossier de cette attaque coordonnée,
Un vertige s'impose. Sommes-nous témoins d'une simple riposte ou du début d'une transformation profonde pour la sécurité du continent? Les coups portés n'ont pas seulement plongé des villes entières dans l'obscurité. Ils ont exposé la fragilité des infrastructures énergétiques, révélant à quel point le champ de bataille s'est déplacé. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus uniquement militaire. Le contrôle de l'énergie, la maîtrise de l'information, l'anticipation des prochaines ruptures technologiques sont désormais centraux. Les réseaux électriques, les chaînes logistiques et les alliances diplomatiques deviennent des cibles aussi stratégiques que les champs de bataille classiques. Pour y faire face, il est crucial de bâtir une culture de la résilience à tous les niveaux de la société. Ignorer ces signaux, c'est accepter de subir. Renoncer à comprendre, c'est risquer l'impuissance, coupures, hausse des prix, insécurité, remise en question de notre mode de vie. Chaque citoyen européen, qu'il le veuille ou non, est impliqué dans cette équation. La meilleure défense reste l'information, l'entraide et la préparation. Alors, la nuit du 25 au 26 novembre restera-t-elle une parenthèse ou s'ouvre-t-on sur un nouveau chapitre du conflit? L'avenir de l'Europe dépendra de notre lucidité, de notre capacité à débattre, à anticiper, à choisir. Pour clore le débat, rappelons que la force d'un continent ne réside pas seulement dans ses armes ou ses richesses, mais dans sa capacité à tirer les leçons de l'histoire et à s'unir face à l'adversité. Rien n'est écrit. Les choix faits aujourd'hui, les discussions ouvertes ce soir, dessineront la riposte européenne face à ces défis inédits. S'informer, débattre, partager, c'est refuser la fatalité et reprendre la main sur notre destin commun. Le défi est immense, mais l'histoire nous enseigne qu'avec clairvoyance et volonté, il est possible de surmonter même les crises les plus redoutables.